Il y a une fenêtre dans ma cuisine qui donne sur un cerisier. Ce matin, je l'ai regardée pendant longtemps, vraiment regardée, pas le genre de regard distrait qu'on pose sur les choses en pensant à autre chose. Le genre de regard qui habite ce qu'il touche. J'ai 77 ans. Mes genoux me rappellent chaque matin que le temps est une force sérieuse. Mes mains ont des taches que je ne remarquais pas avant, et des veines qui dessinent sous la peau comme des rivières vues depuis un avion. Et je veux vous dire quelque chose que j'aurais dû comprendre à 30 ans, que je n'ai compris qu'à 72, dans un moment si ordinaire que sa banalité même m'a fait pleurer. Pas de larmes dramatiques, juste quelques larmes tranquilles, comme quand on finit un livre qu'on n'avait pas envie de finir. Mon père s'appelait Isidore. C'était un homme qui réparait des horloges dans une ville grise du Nord, une ville où les façades des immeubles avaient la couleur du ciel en novembre, et où le ciel en novembre durait environ 9 mois par an. Il avait un atelier minuscule, encombré de rouages et de boîtiers ouverts, de ressorts qui attendaient d'être tendus, de cadrans qui avaient cessé de tourner. Isidore comprenait le temps mieux que quiconque. Il savait lire les mécanismes, sentir le défaut imperceptible dans l'engrenage, remettre en marche ce que la négligence ou l'usure avaient arrêté. C'était un génie dans sa catégorie. Un génie invisible. Je me souviens d'une scène. J'avais peut-être 11 ans. Un homme est entré dans l'atelier, costume soigné, voiture qui brillait derrière la vitre. Et il a posé une montre sur le comptoir avec la désinvolture de quelqu'un qui jette une chose dont il n'a pas besoin. Il a à peine regardé mon père. Il a parlé de prix, de délai. Il a utilisé le ton de celui qui rend service en venant. Et mon père a répondu avec sa courtoisie habituelle, sans lever vraiment les yeux de son établi. Quand l'homme est reparti, j'ai demandé à Isidore pourquoi il avait souri à quelqu'un qui le traitait comme ça. Il a réfléchi. Puis il a dit « Parce que sa façon de me regarder ne change pas la façon dont je sais travailler. » J'ai entendu cette phrase. Je ne l'ai pas comprise. Et pendant 50 ans, j'ai fait exactement le contraire de ce qu'elle enseignait. Ce que j'ai décidé ce jour-là, sans en avoir conscience, c'est que je ne serai jamais Isidore, que personne ne regarderait à travers moi, que je construirais autour de moi quelque chose d'assez grand, d'assez visible, d'assez bruyant, pour qu'on soit bien obligé de s'arrêter. Je suis devenue architecte, puis directrice d'un cabinet, puis fondatrice de mon propre groupe. J'ai mis mon nom sur des bâtiments, de vrais bâtiments, pas des plaques, des bâtiments entiers que des milliers de gens traversaient chaque jour sans savoir qui les avait conçus, mais que je savais, que je pouvais pointer du doigt depuis la rue. J'ai été interviewée dans des revues professionnelles. J'ai été invitée à prendre la parole dans des colloques. J'ai remporté des prix dont les statuettes occupent encore 2 étagères dans mon ancien bureau, que personne n'a déplacé depuis que je suis partie. Et pendant tout ce temps, je portais à l'intérieur quelque chose que je n'aurais pas su nommer, une sorte de fièvre sourde, pas l'enthousiasme, pas la passion, quelque chose de plus mécanique, de plus désespéré, comme si chaque accomplissement était moins une victoire qu'un sursis. Mon mari, Bénédicte, l'avait vu. Il était de ces hommes qui observent avec une patience infinie avant de parler, et quand il parle, c'est pour dire une chose juste et difficile à entendre. Un soir, nous avions la 50aine, nos fils avaient quitté la maison, il y avait enfin du silence autour de nous. Il m'a dit « Valdis, tu cours depuis aussi longtemps que je te connais. Je me suis demandé pendant des années ce que tu fuyais. Maintenant je pense que tu ne le sais pas toi-même. » J'ai mis cette phrase dans un tiroir de ma tête et je n'ai pas ouvert le tiroir pendant 10 ans. Voici ce que je comprends maintenant que je ne comprenais pas alors. Je ne construisais pas une carrière.
Je construisais une réponse à une question. La question n'avait pas de formulation exacte, mais elle tournait autour de quelque chose comme « Est-ce que tu mérites d'exister pleinement, d'occuper de l'espace, d'être regardé et non traversé du regard ?» Et chaque projet, chaque récompense, chaque reconnaissance était censé répondre oui, définitivement, une fois pour toutes. Mais la question n'accepte pas les réponses définitives. C'est son fonctionnement. Elle absorbe les preuves qu'on lui apporte, elle les digère, puis elle se reformule légèrement et recommence. Vous avez construit un immeuble ? Très bien. Et votre héritage intellectuel, lui ? Vous êtes connu dans votre domaine ? Parfait. Et à l'échelle internationale ? Vos étudiants vous respectent ? Admirable. Mais vous aiment-ils vraiment ? Ou est-ce de la déférence obligée ? La question est un puits sans fond, pas parce que vous n'êtes pas assez, mais parce que le puits n'a pas été creusé pour être rempli. Je connais une femme, Rosamund, qui a passé toute sa vie dans l'acquisition. Objets, propriétés, certitudes, opinions arrêtées sur tout. Elle a une maison de campagne qu'elle n'habite presque jamais et qu'elle parle sans cesse. Elle a des convictions si solides qu'elle ne laisse plus entrer la lumière. Elle a 82 ans et quelque chose dans ses yeux cherche encore, en permanence, comme un animal qui n'a pas trouvé d'endroit sûr pour se coucher. Je connais aussi un homme, Théophane, qui enseigne la menuiserie à des jeunes en difficulté dans un atelier municipal. Il n'a rien de ce que le monde appelle une réussite. Il vit seul dans un appartement dont la fenêtre donne sur un parking. Il a traversé des deuils sérieux. Il rit facilement, sans raison apparente. Il pose des questions avec une sincérité qui désarçonne. Il y a autour de lui quelque chose d'étrangement spacieux, comme si sa présence rendait les pièces plus grandes. La différence entre Rosamund et Théophane n'est pas dans ce qu'ils ont. Elle est dans ce qu'ils demandent à leur vie. Rosamund demande à sa vie de justifier qu'elle est quelqu'un. Théophane ne pose plus cette question, pas parce qu'il a renoncé, parce qu'il a compris que la question était mal posée depuis le début. Mon moment de bascule est venu d'une façon tellement quelconque que je suis gênée de le raconter. J'étais en convalescence après une opération mineure. Pas grave, un genou que j'avais trop longtemps ignoré. J'étais à la maison, contrainte à l'immobilité relative, et pour la première fois depuis des décennies, je n'avais rien à faire. Pas de réunion, pas de décision urgente, pas de message auquel il fallait répondre avant ce soir. Le premier jour, j'ai été prise de panique. Pas d'agitation visible, je suis restée assise, mais à l'intérieur, quelque chose tournait en rond, comme un animal dans une cage trop petite. Mon esprit cherchait des problèmes à résoudre, des plans à élaborer, des inquiétudes à soigner. Le deuxième jour, la même chose. Le troisième jour, quelque chose s'est fatigué. Pas résigné, fatigué, comme un moteur qui a manqué de carburant. Et dans ce silence forcé, quelque chose d'autre est apparu. Quelque chose de très petit et de très ancien, comme une pièce qu'on n'avait pas ouverte depuis longtemps et qui contient encore l'air de l'époque où on y vivait. J'ai regardé par la fenêtre. Le cerisier, il était là depuis que nous avions acheté la maison, il y a 30 ans. Je l'avais planté moi-même avec Bénédicte, un samedi de printemps. Je ne l'avais jamais vraiment regardé, pas comme ça, pas avec le genre d'attention qui ne demande rien en échange. Et pendant que je le regardais, une pensée est venue, pas une pensée construite, pas le genre de réflexion qu'on élabore consciencieusement, mais le genre qui surgit de dessous. Pendant tout ce temps, j'essayais de devenir quelqu'un que j'étais déjà. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. La conviction secrète qui pilotait ma vie,
celle que je n'aurais pas osé formuler à voix haute, même seule, était que quelque chose en moi était fondamentalement insuffisant, pas raté au sens pratique, insuffisant au sens existentiel, pas assez solide, pas assez légitime, debout dans le monde comme quelqu'un qui a oublié son invitation, mais qui essaie quand même d'entrer en faisant bonne figure. Cette conviction s'était installée très tôt. Elle avait probablement quelque chose à voir avec cette scène dans l'atelier d'Isidore, avec le regard que l'homme au costume avait posé sur mon père, et par extension sur tout ce qui nous ressemblait. Elle avait peut-être d'autres origines que je ne peux pas toutes retracer. Peu importe l'origine en réalité, ce qui compte, c'est le mécanisme. Le mécanisme, c'est ceci. Une alarme s'installe. L'alarme dit que vous n'êtes pas en sécurité si vous n'êtes pas en train de prouver quelque chose. Et elle continue à sonner indépendamment de ce que vous prouvez. Elle n'est pas branchée sur vos résultats, elle est branchée sur votre mouvement. Tant que vous bougez, elle tolère la situation. Dès que vous vous arrêtez, elle panique. Alors vous continuez à bouger pendant 50 ans, en appelant ça de l'ambition, de la rigueur, de la passion, alors que c'est simplement la peur de ce que vous entendrez si vous vous arrêtez assez longtemps pour écouter. Ce que j'ai entendu lors de ma convalescence, en regardant le cerisier, c'est le silence après la panique. Et dans ce silence, rien de monstrueux. Juste moi, juste une vieille femme avec un genou opéré et un arbre devant sa fenêtre, et une vie qui avait été, somme toute, une vie. Pas parfaite, pas ce que j'avais planifié, pleine de ratés et de rendez-vous manqués, et de moments où j'avais choisi le mauvais camp entre la carrière et les gens que j'aimais, mais réelle, vivante, remplie de choses que je n'avais pas su voir, parce que j'étais toujours en train de regarder devant. Il y a quelque chose que j'ai mis très longtemps à accepter concernant Bénédicte. Nous avons failli nous séparer. Pas dans un éclat, pas avec des scènes, ce n'était pas notre registre. Dans un effacement progressif, comme quand deux personnes continuent à partager un espace, mais arrêtent de partager quoi que ce soit d'essentiel. Je rentrais tard, pas parce que j'avais besoin de rentrer tard souvent, mais parce que l'appartement me semblait une pièce dans laquelle je ne savais pas comment me tenir sans mon armure professionnelle. Bénédicte m'a dit une fois, avec cette façon qu'il avait de dire les choses graves sans élever la voix, « Je ne te demande pas de renoncer à ce que tu construis, je te demande simplement d'être là quand tu es là. » Ce n'était pas une demande excessive, c'était en réalité une demande très modeste. Et je n'avais pas su y répondre pendant des années parce que même présente physiquement, j'étais ailleurs, dans un projet, une décision, une inquiétude, une planification. Confondre la construction avec la présence. Confondre l'accumulation avec l'amour. Croire qu'en construisant quelque chose de durable, on offre quelque chose aux gens qui vous aiment. Alors qu'ils n'ont pas demandé de durabilité, ils ont demandé votre regard, votre attention, le simple fait que vous soyez dans la même pièce, non pas en transit, mais en séjour. Nous avons eu des années de réparation. Bénédicte est mort il y a 4 ans, doucement, un matin de mars, d'une façon qui ne laissait pas de place aux regrets irrémédiables, parce que nous avions eu le temps de tout dire. Mais j'aurais pu ne pas avoir ce temps, j'aurais pu le perdre sans qu'on ait réparé quoi que ce soit. Cette pensée, je la porte avec moi non pas comme une punition, mais comme un repère, un rappel de ce qui compte vraiment quand on retire tous les décors. Voici ce que je sais maintenant, avec la certitude tranquille des choses vécues. Vous portez probablement quelque chose de similaire, pas nécessairement une carrière dévorante, peut-être la perfection parentale, peut-être l'apparence physique, peut-être la sécurité financière, peut-être la validation sociale. La forme varie,
Le moteur est le même, un sentiment d'insuffisance fondamentale que vous essayez de compenser par l'accumulation, quelle qu'en soit la nature. Et je veux vous dire ceci, avec toute la clarté que m'ont donné 77 années de vie et quelques erreurs considérables. Vous ne pouvez pas résoudre ce sentiment en dehors de vous-même. Il ne réside pas dans ce qui vous manque encore, il réside dans la conviction qu'il vous manque quelque chose, et cette conviction ne sera pas défaite par la prochaine promotion, la prochaine reconnaissance, le prochain seuil franchi. Elle s'adaptera. Elle survivra à tous vos accomplissements, comme une créature qui a appris à se nourrir de n'importe quoi. La seule sortie, et j'emploie ce mot en pleine conscience de ce qu'il a de simple et de presque décevant, la seule sortie est une décision, pas une révélation mystique, pas le produit d'une thérapie ou d'une retraite silencieuse ou d'un livre que vous liriez au bon moment. Une décision ordinaire et délibérée. Arrêtez de répondre à la question, non pas parce qu'on a trouvé la bonne réponse, mais parce qu'on a finalement compris que la question elle-même est construite pour ne jamais recevoir de réponse satisfaisante. Qu'elle est un mécanisme, pas une enquête légitime. Vous êtes suffisant, pas parce que vous l'avez mérité, pas parce que votre bilan est positif, parce que vous êtes là, conscient, portant le poids d'une existence dans un monde que vous n'avez pas choisi et ne contrôlez pas tout à fait. Cela suffit, cela a toujours suffi. La texture d'une vie n'est pas faite de ce dont vous pourrez parler lors d'un bilan. Elle est faite de l'instant où vous avez ri d'une chose stupide avec quelqu'un que vous aimez, du repas qui a duré plus longtemps que prévu parce que la conversation ne voulait pas finir, du matin où vous avez marché sans destination et remarqué que la lumière faisait quelque chose d'intéressant sur un mur ordinaire. J'ai laissé filer des quantités inimaginables de ces moments. J'étais là encore et absente en tout ce qui compte. Je me déplaçais à travers ma vie comme on traverse une salle d'attente, présent par obligation, l'esprit déjà à l'étape suivante. Ce matin, avec le cerisier, j'y étais, vraiment. Pas en train de penser à ce que je ferais ensuite, pas en train d'évaluer si ce moment comptait pour quelque chose. Juste là. Et le cerisier était exactement ce qu'il était, mi symbolique ni remarquable, et c'était amplement suffisant pour quelque chose que je ne saurais appeler autrement que de la plénitude. Ce n'est pas du bonheur au sens festif, c'est autre chose. C'est ce qui reste quand on arrête d'exiger que la vie soit différente de ce qu'elle est, une sorte d'accord passé avec le réel, sans condition. Théophane là. Les quelques personnes que j'admire vraiment à cet âge l'ont. Ce n'est pas lié à ce qu'ils ont accumulé ou évité, c'est lié à leur consentement à être là où ils sont, dans la vie qu'ils ont effectivement, sans la note en bas de page permanente qui dit que la vraie version commence bientôt. Alors voici ce que je voudrais vous laisser, si je peux vous laisser quelque chose. Arrêtez d'attendre la permission de commencer vraiment à vivre, d'être vraiment présent, de poser vraiment ce que vous portez. Cette permission ne viendra pas de l'extérieur, elle ne vous sera pas remise lors d'un accomplissement particulier, elle ne sera pas inscrite sur la prochaine ligne de votre curriculum. Elle vient de l'intérieur, d'une décision sobre et sans fanfare. Acceptez que maintenant, avec ses imperfections, ses inachèvements, ses zones d'ombre, est la vie. Que vous y êtes, que vous êtes assez pour y être. Je sais ce que ça paraît. Je sais que ça ressemble à quelque chose d'écrit sur un mur de salle de sport ou imprimé sur une tasse. Je sais que la simplicité de la formule est presque irritante face à la complexité de ce qu'on vit. Mais j'ai 77 ans et des genoux fatigués et un cerisier devant ma fenêtre, et je vous dis que c'est vrai. Que la pratique, pas la maîtrise, juste la pratique, recommencer chaque matin,
est ce dont une vie est faite. Vous n'avez pas à perdre 50 ans pour l'apprendre, je l'ai appris à votre place, ou du moins, je l'ai appris à ma place. Et j'espère que quelque chose dans ces mots atteint quelque chose dans ce que vous portez. Commencez maintenant, pas quand les circonstances auront changé, pas quand la question aura trouvé sa réponse. Maintenant, dans l'imparfait et l'inachevé de ce jour ordinaire. Vous êtes déjà là, c'est le point de départ. C'est aussi peut-être le point d'arrivée.